Benoît de Boisson n'en est pas à sa première campagne. Candidat malheureux aux législatives en 2022, sous l'étiquette Reconquête, il vise cette fois la mairie de Bourg-en-Bresse. Pour le bien de la ville et de ses habitants, on fait une réunion publique le mardi là. Cet avocat, qui siège au Conseil national du parti d'Éric Zemmour, est cette fois à la tête d'une liste où figurent des élus LR locaux, dont le vice-président du département. L'union de la droite. Ah oui, l'union de la droite. Il est grand temps. Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait, ouais. Voilà, pour le bien de la ville. Au niveau national, LR ne soutient pas officiellement sa liste, mais ne présentera pas de candidat. Une première dans la ville-préfecture du département. Chacun peut venir avec son bagage personnel, mais en revanche, on s'oppose à ce que ces étiquettes soient des facteurs de division. Donc on les laissera de côté pour la liste, on ne sollicite pas d'investiture, on ne sollicite même pas de soutien, mais on laisse effectivement ceux qui veulent nous soutenir s'ils le souhaitent. Son souhait d'unir toute la droite et l'extrême droite locale se heurte cependant au choix du RN de partir seul en campagne, une liste menée par le député local Jérôme Buisson. Pour compléter le tableau, un autre ancien LR, Christophe Coquelet, est aussi en campagne. Donc on parle de la sécurité, de l'écologie punitive, les commerces et le désert médical. On met ça là-dessus. Désormais encarté chez Horizon, Christophe Coquelet déplore le choix de ses anciens camarades. Là, c'est triste, parce que ce n'est pas les valeurs des LR. Moi, je me rappelle de ces valeurs LR, des valeurs gaullistes, et je connais des LR qui ont ces valeurs-là, et qui sont restés LR, fidèles à ça. Et là, ce ne sont pas des valeurs gaullistes. On voit bien que Zemmour, c'est plutôt des valeurs de Pétain. Donc c'est tout ce que je combats. Je trouve ça très triste, en fait. Toutes ces listes, du centre à l'extrême droite, rêvent de détrôner le maire socialiste de la ville, Jean-François Debat, élu puis réélu depuis 2008 et à chaque fois dès le premier tour, et qui a réussi à faire l'union à gauche. Le maire déplore ce qu'il considère comme une dérive de la droite locale. Dans la région de Laurent-Wauquiez, c'est presque la logique de la dérive politique de ce mouvement, qui à force de coller aux thématiques de l'extrême droite, finit par ne plus voir de problème à ce que les héritiers du général de Gaulle soient devenus les porteurs de valises des héritiers du maréchal Pétain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une union des droites, c'est une union de la droite derrière l'extrême droite. Après 18 ans de mandat, il est attaqué par ses adversaires sur les thématiques de l'insécurité, du logement ou encore sur des aménagements cyclables présents en grand nombre dans la ville. Ce jour-là, c'est dans un club senior qu'il passe une partie de l'après-midi. Je lutterai toujours contre ces logiques de fracturation, d'opposition des gens les uns aux autres, qui sont la marque de fabrique des extrêmes. C'est aussi comme ça que je vois ce terme un peu théorique parfois de cohésion sociale. Donc c'est ce à quoi je vais m'attacher pendant ces mois de campagne. Dans la préfecture de l'Ain, seule une liste lutte ouvrière concurrencera le maire sortant sur sa gauche. L'union sera donc bien plus large dans son camp, de quoi aborder sereinement l'échéance électorale. Et on va revenir sur Bourg-en-Bresse et les enjeux des municipales avec vous. Bonjour Mickaël Daron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et bonjour Émilie Zapolsky. Bonjour. Merci également d'être la communicante fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors on le voit, Bourg-en-Bresse, où un candidat zémouriste est donc soutenu par des élus locaux LR. Est-ce qu'on est dans un cas particulier ou est-ce que c'est l'illustration d'un début d'union des droites au niveau local ? En tout cas, on est dans un cas qui va être, on le voit déjà, très observé et qui peut-être sera amené à se reproduire sur une partie du territoire et dans certaines villes, parce que ça sera un des enjeux, effectivement, de ce scrutin municipal, de voir dans quelle mesure, sur le terrain, indépendamment et en général souvent contrairement aux consignes officielles des états-majors, sur le terrain, les exécutifs régionaux, locaux vont se constituer avec cette matrice-là, d'autant plus que ça vient aussi s'articuler avec ce qu'on a souvent observé, en tout cas entendu dans les études d'opinion, sur la constitution, en tout cas l'intention de constituer, quand le besoin s'en fera sentir, un front républicain contre la France insoumise.
dans le cas où ce sera nécessaire. Donc de ce point de vue-là, on va assister à cette tentation. On le voit là, avec l'exemple qu'on vient de découvrir, en tout cas qu'on vient d'observer, c'est déjà là assumé, mais il y aura d'autres très certainement territoires, d'autres lieux où ça va se produire, notamment dans le sud-est, notamment à travers les fameuses listes d'hiver droite qui seront en réalité sponsorisées par le RN, tout en se présentant d'hiver droite. Donc c'est bien évidemment un des enjeux et un des enseignements que l'on observera de très très près lors de ce scrutin municipal. Émilie, est-ce qu'on est dans un début de reconfiguration? Est-ce que l'Union des droites, elle commence au niveau local? Oui, localement, il va y avoir des opportunités comme ça pour essayer, évidemment, de réussir le coup sur les municipales. Mais c'est très risqué. C'est très risqué et on l'entend dans les témoignages là de M. Goclet d'Horizon. Ça risque de fracturer un peu ce centre et la droite, même les LR, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord là-dessus et qui sont très opposés et qui parlent de ce parti gaulliste qui ne peut pas vendre son âme à l'extrême droite. Ça, c'est un premier risque. Et le deuxième risque qui a été mentionné aussi dans votre reportage, c'est l'effacement des LR par rapport à une extrême droite qui est beaucoup plus forte et qui ira toujours plus loin dans les propos extrémistes au niveau régalien. Donc c'est véritablement des risques très importants et je pense qu'ils sont mesurés au niveau des LR. Mais il y a cette tentation, évidemment, opportuniste de réussir le coup au niveau des municipales, donc localement. Ce que je perçois moi aussi, c'est quand même aussi un clivage gauche-droite qui se réinstalle du coup par rapport à ça. Parce qu'on parle de la droite portée par le RN pour s'opposer à la gauche. Et on a l'impression que dans ces municipales, il va y avoir pas mal de configurations comme ça, d'opposition gauche-droite qui revient vraiment, parce qu'évidemment, il y a un effacement des macronistes qui n'ont jamais été très présents de toute façon au niveau local. Et il y a cette reconfiguration d'un RN un peu en embuscade, derrière des républicains ou des horizons ou des centristes droites, et la gauche, avec cette gauche un peu morcelée, on va voir comment ça va se passer, entre la France insoumise et puis la gauche plus social-démocrate. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a cette espèce de clivage qui est en train de renaître au niveau de tout le territoire français. On est à 2 mois pile maintenant du premier tour. Alors, évidemment, il y a les campagnes locales, mais quand même, il y a une lecture nationale à avoir dans ce scrutin, Mickaël. Complètement. Et là, on ne pourra pas échapper, on ne pourra pas souscrire à cette remarque régulière ou prévention régulière de la part de certains qui disent, mais attendez, c'est uniquement un scrutin local qui ne donne aucune leçon nationale. Moi, je pense que, bien au contraire, plus que jamais, cette élection municipale va être le lever de rideau de la campagne présidentielle parce qu'elle est adossée sur le plan de l'agenda à un an avant. Ça ne se voit pas, ça ne s'est pas vu depuis 2001. Où ensuite il y a eu le 21 avril, un an plus tard, qui avait au fond confirmé les thématiques qui avaient émergé durant la campagne des municipales et qui a abouti à l'élimination du Parti socialiste donc pour l'élection présidentielle. Mais ce qui est important là, c'est de voir effectivement dans quelle mesure on a évoqué là justement l'enjeu de la droite, l'effacement programmé et très certainement définitif, on va dire, de la Macronie sur le territoire qui n'a jamais su s'ancrer, peut-être qui n'a jamais voulu le faire, en tout cas qui ne se présente pratiquement dans aucune ville. Et de ce point de vue-là, également, la cristallisation des études, encore il y a quelques jours, de l'ancrage des idées du RN au cœur de la vie politique française. Et c'est vrai que la question se pose. Pour la politologie, il n'y a plus d'extrême droite, en réalité. Il y a un courant central qui est occupé par les idées du RN. Après, on peut décider de qualifier. Mais sur le plan politologique, sur le plan de la sociologie politique, aujourd'hui, on est au cœur des idées politiques. Donc, de ce point de vue-là, on va voir comment ça se cristallise à travers le scrutin à venir. Ouais, et est-ce que ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les partis ancrés localement, les LR et le PS? Ah bah oui, ils vont essayer de défendre et surtout, ils vont être très attaqués. Et on le voit, le PS par son meilleur ennemi LFI, qui essaie de regagner des villes, je pense à Marseille notamment. Donc ils essaient vraiment, donc là ils vont être en opposition, on va voir jusqu'à combien de temps, et évidemment les LR. Alors on entend dire quand même Bruno Retailleau qui lui pense qu'il va y avoir une vague bleue, donc très ambitieux là-dessus. Alors on sait qu'ils sont fortement ancrés, mais on va voir dans quelle mesure. Ils ont quand même un ancrage très fort, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'attendre quand même à des résultats importants, mais ils vont être en effet talonnés par le Rassemblement
national qui a présenté, je crois, j'ai entendu dire 650 listes contre 400 en 2020. Donc il y a une volonté vraiment d'essayer de marquer des points. On sait qu'ils ont de plus en plus d'élus locaux. Après, le RN, de là à prendre des grandes villes ou quoi, je pense que ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Il y en a un autre qui essaie aussi Mais pas impossible. Pas impossible. Mais souvenez-vous quand même aussi aux européennes où on disait qu'ils allaient avoir plein de régions, rien du tout. Donc il y a aussi quand même cette espèce de vague dans les médias et dans ces sondages et tout. Puis finalement, concrètement, oui, il y a beaucoup plus de députés, mais ils n'arrivent pas forcément à avoir tous les objectifs qu'ils veulent. Juste au niveau national, il y a Mélenchon aussi qui veut en faire une élection à vocation nationale pour marquer les esprits en vue de 2027. Donc il y a vraiment une agressivité, en tout cas un côté très offensif dans ces municipales de la part de la France Insoumise. Avec justement un objectif qui est de dire, comme si on reprend les propos d'ailleurs de la candidate LFI à Paris, Sophia Chikirou, qui dit tout simplement l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de maire socialiste à Paris. Donc on voit bien que la guerre est déclarée. La guerre est déclarée et que l'approche va être effectivement de faire battre les socialistes partout où ça sera possible. Donc ça aura des incidences. Effectivement, Marseille, ça peut être un moment, un lieu, évidemment, une ville ô combien important. D'autant plus qu'on voit bien que le candidat RN talonne le maire sortant, Benoît Payan. Ça n'est pas anodin. Dans un sondage de la Marseillaise. Et ça n'est pas anodin si effectivement Marine Le Pen organise et lance la campagne de soutien municipal par le meeting à Marseille. Donc ça, c'est vraiment effectivement très très important et de voir comment, bien sûr, la stratégie à gauche va être capable de pouvoir juguler les agressivités LFI et également de constater, et c'est là où on comprend également que la fameuse prime au sortant va être certainement perturbée, et bien de voir comment les villes écologistes et les mairies écologistes vont tenir le coup, parce que là, on s'attend aussi à de grandes difficultés. Pour terminer sur ce sujet, alors les municipales, c'est un enjeu pour les communes, c'est aussi un enjeu pour les intercommunalités, ce qu'on appelle communément le troisième tour de ces élections. Bonjour Christophe de Gruel, merci beaucoup d'être avec nous. Vice-président d'Intercommunalité France, président de l'agglomération de Blois, Christophe de Gruel. Comment se préparent les municipales dans les intercos ? Alors, elles se préparent dans la sérénité et on essaye de faire preuve de pédagogie. Parce qu'effectivement, il y a un troisième tour, c'est la réalité. Sur le bulletin de vote, il y a deux listes. Il y a la liste conseil municipal, la liste conseil communautaire. Et cette réalité du troisième tour, elle est malheureusement méconnue. Donc, il y a le travail habituel de campagne à l'échelle purement municipale, ce que je fais à Blois avec mon collègue Marc Gricourt, candidat maire, et puis ce que je fais dans l'ensemble des communes pour rappeler la réalité des compétences des intercommunalités, développement économique, promotion touristique, soutien à l'enseignement supérieur, les ordures ménagères, l'eau, l'assainissement, les programmes d'urbanisme, les transports, les mobilités. Donc il faut expliquer la réalité, c'est ce troisième tour. Et ce troisième tour, quand on regarde de près, il présente des surprises. J'ai écouté le commentaire qui est fait en plateau. On se focalise sur la ville-centre. Et évidemment, à gauche. Moi, je suis PS. On est très content quand, en 2020, le printemps marseillais gagne Marseille. Mais la métropole de Marseille, elle reste à la présidente battue par la gauche à Madame Vassal. Donc si on ne fait pas attention, il y a un déni démocratique. Et il y a des tas d'exemples où, j'allais dire, ce troisième tour n'est pas évoqué. Vous évoquez les victoires des écologistes dans un certain nombre de villes, mais dans les 5 grandes villes prises par les écologistes, ils n'ont jamais pris les agglomérations ou les métropoles. Donc je crois qu'il faut vraiment expliquer la spécificité de ce scrutin. On vote pour les conseils municipaux et donc pour le maire, mais de fait, on vote aussi pour le président de l'intercommunalité. Et ce besoin de pédagogie, d'information, il est d'autant plus important que ce matin, vous allez sortir un sondage Intercommunalité de France, Christophe de Gruel, qui dit que 69% des Français ne savent pas qu'il y a les élections d'intercommunalité en même temps que les conseillers municipaux. J'imagine que ce chiffre, il vous alarme un peu. Tout à fait, mais il y a d'autres chiffres qui sont beaucoup plus optimistes dans ce même sondage. Il y en a même un qui dit
88% des Français veulent que les présidents à l'intercommunalité se déclarent. Donc quelquefois, dans les sondages, on a des résultats un petit peu contradictoires. Et quand on pose aussi la question aux Français, enfin à travers ce sondage, sur le souhait de réélection, il y a, c'est très intéressant, toujours la prime au maire sortant, à 57%, mais ce sondage dit qu'on souhaite que le président de son intercommunalité soit réélu à 50%. Donc, il y a des progrès à faire, mais la réalité, c'est que l'intercommunalité est de plus en plus connue. Vous voyez, vous publiez le résultat, 88% des Français estiment que les prétendants à la fonction de président d'intercommunalité doivent se déclarer en amont. C'est ce que je fais à Blois, je l'ai fait depuis 2008, en 2014, en 2020, et je le refais aujourd'hui en 2026. C'est la clarté démocratique. Vraiment, c'est très, très important. Merci beaucoup. Merci Christophe Degrelle d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet. Un mot immédiat. Oui, un mot. Les intercommunalités, normal, c'est quand même un lien moins immédiat, moins direct qu'avec le maire, mais c'est important. C'est vrai que c'est aussi des compétences de développement économique, donc c'est super important pour les entreprises, pour tout ce qui concerne vraiment le développement économique. C'est des compétences qu'elles ont eues depuis 2015, donc c'est encore difficile à digérer, je pense, pour les citoyens, et c'est un peu loin d'eux par rapport à la municipalité, mais c'est important en effet d'y penser. Voilà, et contexte, on l'a dit, national, et dans ce contexte, Sébastien Lecornu est toujours empêtré pour le moment dans l'impasse budgétaire et tente de trouver un compromis avec les LR et le PS. Le PS, pas forcément aidé par ses alliés. On va écouter ce matin Marine Tondelier. Le Parti socialiste, ça fait des mois, de toute façon, qu'ils nous ont habitués avec cette stratégie, qui n'est pas celle des écologistes, finalement, d'accompagner le gouvernement. Ils ne sont pas le gouvernement. J'ose imaginer qu'ils ne sont pas alignés politiquement avec le gouvernement, mais ils ont décidé d'être quelque part leur béquille, ce qui montre d'ailleurs la fragilité de ce gouvernement qui ne tient plus qu'au bon vouloir des socialistes et à leur esprit de responsabilité qui va quand même, à mon sens, un peu trop loin. Voilà, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, comme dirait l'autre, Michael. Oui, effectivement, là le travail est fait, donc c'est tranquille. On peut être, on peut continuer sa journée vraiment sans difficulté. Non, on voit bien là que on rentre dans le moment le plus sensible, parce que là il y a le choix de l'outil pour finaliser la démarche maintenant et le processus. Tout le monde en a assez, on entend bien de partout. Il faut que ça s'arrête, donc ça soit 49.3. Même je pense que l'état d'esprit sera tel que même s'il y a des ordonnances, ça sera un soulagement, parce qu'on dira finalement l'essentiel c'est qu'il y ait un budget, et puis après on verra. Donc je pense que Sébastien Lecornu joue parce qu'au fond il ne reste que cette carte-là, la carte de la lassitude, de l'épuisement. On achève bien les députés dans un débat, si je puis dire, jusqu'à la fin, pour pouvoir vraiment ensuite dire on va terminer comme ça, et là il n'y aura plus aucune résistance. En termes de communication, Émilie, est-ce que là il ne s'est pas un peu coincé, Sébastien Lecornu, en martelant qu'il n'utiliserait pas le 49.3? Est-ce que là il s'est un peu mis dans un piège, et est-ce que finalement revenir sur sa parole serait pire que d'utiliser les ordonnances? Moi, ce que j'observe, c'est quand même ce Sébastien Lecornu et ce gouvernement 2 du Sébastien Lecornu, il a duré. Quand même, si on est quand même en janvier. Noël, c'est magnifique. Qui aurait imaginé il y a quelques semaines ou mois qu'il pouvait durer aussi longtemps en ayant passé le premier budget sur la sécurité sociale et en essayant de faire voter le second, le plus important, le budget 2026. Donc déjà, il dure. Maintenant, oui, il a respecté, et ça faisait partie de la négociation, la non-utilisation du 49.3 que lui demandait le PS pour marcher avec lui. Maintenant, oui, il est un peu coincé, mais moi, je pense pas que ça soit complètement coincé, parce que comme dit Michael, il joue un petit peu la lassitude, donc il pourra dire 49.3, parce que regardez, tout le monde veut qu'on y aille, qu'on avance, ça arrange tout le monde, quelque part, le 49.3. Les ordonnances, autre solution, mais qui sont plus demandées, un petit peu avancées par Emmanuel Macron, donc il aurait un petit peu l'air de rien de le faire. Moi, je crois qu'il a encore ces possibilités-là, et je pense qu'un 49.3, ça serait pas complètement un revers pour lui, parce que il faut qu'on en finisse et que tout le monde est sur cette ligne-là, et ça finira comme ça. L'année dernière, François Bayrou, c'est comme ça que ça a fonctionné, avec un accord de non-censure derrière, avec le PS aussi, avec la gauche, et il me semble qu'on va aller vers la même chose. Juste un mot sur les écologistes, c'est en lien avec notre sujet sur les municipales. Ils font des accords avec LFI sur plusieurs villes, Montpellier, Toulouse, donc forcément, ils peuvent pas être, ils sont un peu le cul entre deux chaises, si on peut dire.
ils sont obligés de critiquer un peu le PS pour donner des gages à LFI et pour être soutenus dans les municipales. Marine Tondelier, on le comprend, elle joue très très gros à partir de maintenant, parce que si effectivement, comme il est en tout cas pressenti par les études d'opinion, le scrutin municipal sera très difficile pour les villes écologistes. Elle aura perdu le rapport de force donc à la sortie, d'autant plus que, comme on l'a dit, on se préparera à l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, oui, elle est dans une stratégie de la godille. Instabilité politique nationale, impasse budgétaire et puis tension sur le plan international, mobilisation en Iran et velléité de Donald Trump sur le Groenland qu'il a réaffirmé hier. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses vœux aux armées et que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, lance ce matin un cri d'alarme. On l'écoute. Nous avions un monde qui était régulé par la force du droit. Et aujourd'hui, c'est le droit de la force, tout simplement. C'est un changement énorme à cette nouvelle donne, et on aurait pu le faire depuis 2017 un peu plus fortement que ce qu'on a fait. Je salue l'effort qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer, parce que seule la force fait reculer la violence, et dans les rapports de force, il faudra que nous soyons à la hauteur, sinon nous serons les faibles du monde. Il faut changer de braquet. Michael, il a raison de dire qu'il faut en passer par la force ou pas ? C'est-à-dire que pour défendre ses valeurs, il faut être capable un jour de décider de le faire quand même. On peut pas abaliser le récit qui consiste à dire que la force est du côté des méchants et que les démocraties sont des bisounours et des faibles. Pour défendre ces valeurs, il faut être capable de les défendre. La démocratie, elle meurt pas parce qu'on les défend, mais parce qu'on les défend trop tard ou qu'on les défend pas. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a un danger. Et c'est pour ça que, quelque part, ce à quoi on assiste aujourd'hui, à l'annonce du déploiement de quelques soldats sur le territoire de Groenland, soldats européens, dont des Français, pour pouvoir créer une sorte de simulacre de rapport de force vis-à-vis du mastodonte américain, c'est à la fois ce qu'il faut faire, mais c'est pathétique. Ça donne vraiment l'état de ce nouveau monde qui est devant nous, c'est-à-dire l'Amérique est dans une domination de retour des empires. Et c'est ça le sujet. On a perdu un allié organisé sur le multilatéralisme. On récupère un partenaire, entre guillemets, au sein de l'OTAN qui commence à développer une démarche impériale. Donc oui, on est forcément, et on le comprend et on l'entend, totalement désemparé. Bah oui, on est plutôt spectateurs, hein. Et puis les quelques soldats, c'est de l'ordre du symbole pour se mettre derrière le Danemark, soutenir notre allié, mais c'est complètement anecdotique. Et c'est vrai qu'on est complètement perdu. On a l'impression. Pour vous, c'est anecdotique. Ça préfigure pas d'un changement de braquet d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Donald Trump? Surtout quels moyens, avec quels moyens. Enfin, c'est bien de faire des déclarations, mais je ne vois pas comment on pourrait agir plus en force là-dessus. Donc, si c'est pour faire peur, je ne pense pas que ça fasse très peur à Donald Trump. D'autant plus que Donald Trump, il a ça quand même d'une stratégie réussie. Il réussit ses coups. Regardez le Venezuela. Ça lui donne d'ailleurs des voix en interne, alors qu'il est très en difficulté en termes de pouvoir d'achat ou quoi. Il part au Venezuela, il fait cette opération sur les modalités, c'est complètement impossible. Il réussit son coup, il sauve le Venezuela en quelque sorte. Enfin, il marque tous les points positifs. Donc, non seulement en termes de militaire, c'est difficile de s'attaquer à ce morceau-là, de lui faire peur, mais en plus, il réussit des coups. Donc, c'est difficile. Aussi bien au Groenland, il va réussir aussi un coup. Parce qu'au Groenland, il y a des gens aussi qui veulent l'indépendance vis-à-vis du Danemark, et ça depuis des années. Donc il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de peut-être qu'il va un peu agir comme au Venezuela, même si sa façon d'agir est catastrophique. Et un dernier mot, Michael, rapidement, l'Union européenne ne peut pas faire le poids face aux velléités de Donald Trump sur le Groenland? Non. On ne peut rien faire. On va terminer sur cette note d'optimisme. C'est pas très positif, mais c'est réaliste. Non, c'est un principe de réalité. C'était un dernier mot qu'il fallait. C'était clair, c'était très clair. On termine par l'histoire du jour. On revient au municipal. On vous le disait, c'est dans 2 mois. Et cette question, comment inciter les jeunes à voter? Alors figurez-vous que l'appli de rencontre Tinder a noué un partenariat avec le service d'information du gouvernement. Alors, vous ne pourrez pas faire des dates avec vos candidats municipaux pour choisir votre maire. Ça, c'est pas possible. Mais entre 2 consultations pour vos
Update à vous. L'appli vous donnera des informations sur les modalités du scrutin. Il y aura 3 phases jusqu'au 6 février. Le rappel des modalités des délais d'inscription sur les listes jusqu'au 22 mars, qui est la date du second tour. Les dates clés, les démarches essentielles. Et puis du 6 février au 22 mars, les infos sur les procurations. Vous serez, via l'appli, redirigé sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est une campagne qui vise à toucher les jeunes, puisque 60% des utilisateurs de Tinder ont entre 18 et 30 ans. C'est super. Tous les moyens sont bons. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'on appelle le vote utile. Exactement. Merci beaucoup. Merci Mickaël. Merci Émilie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.